Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 juin 2023. Dans 2 jours, on devrait avoir je sais pas, la course automobile à Montréal, qui nous rappelle un peu Gilles Villeneuve. Je dois vous dire que Toronto souffre un peu dans ça, parce qu'en réalité, Toronto voudrait, elle, avoir le Grand Prix. Mais pourquoi le Grand Prix se trouve à Montréal plutôt que de se retrouver à Toronto? Pour les Torontois, au moins, ils se demandent la question. Mais c'est parce qu'ici, on a eu Gilles Villeneuve, et Gilles Villeneuve a été un grand champion. Et je dois vous dire, moi j'étais en Italie il y a peut-être il y a 40 ans, et je voyais étrangement, je voyais les images de Gilles, enfin de Gilles Villeneuve, qui était finalement, tous les Italiens le connaissaient parce qu'il conduisait des Ferrari. Il était tellement réputé, ce Gilles Villeneuve, que finalement on disait qu'avec son ami, je ne sais pas, un ami français avec lequel il courait, tous les deux, un avec la Ferrari, l'autre avec une autre voiture, et ils allaient sur les autoroutes italiennes, et puis sans jamais enlever le pied de l'accélérateur. C'est-à-dire l'accélérateur était écrasé, donc ça allait à 300 km à l'heure, j'imagine, et il devait éviter le trafic et tout ça, et puis c'était un peu foufou, c'est pour ça qu'il est mort aussi. Mais la chose plus intéressante, c'est que, vous savez, quand Gilles Villeneuve a commencé, finalement, c'était un jeune homme, et puis il aimait trafiquer les moteurs. Il était très bon à faire ça. Et donc ensuite, où est-ce qu'il essayait les moteurs, comme il les avait changés et tout ça, comme vitesse? Il allait sur la route qui fait Montréal-Québec et Québec-Montréal, sur l'autoroute. Naturellement, il allait à une telle vitesse que c'était interdit. Donc les policiers le savaient que on ne pouvait jamais le chercher, là, le prendre et l'arrêter à la vitesse à laquelle il allait. Mais ils savaient c'était qui. Donc, les policiers, tout simplement, ils allaient à la maison de papa et maman de Gilles Villeneuve et ils attendaient qu'il arrive pour lui donner un billet pour le fait qu'il pour excès de vitesse. C'est plein de choses comme ça sur. Donc, Gilles Villeneuve, ça représente vraiment un grand monsieur, enfin, dans son domaine à lui. Et c'est normal qu'on a le Grand Prix ici. Et une fois dit tout ça, à faire le Grand Prix, à part le bruit, parce qu'ici nous sommes dans le Vieux-Montréal, et je dois vous dire, étrangement, ça commence à y avoir un paquet de Ferrari, un paquet de, je sais pas, d'autres voitures de luxe et tout ça. Et puis après, une fois, après terminer la course, là, il n'y a plus personne. Les voitures de luxe ont disparu. D'où elles viennent ces voitures et d'où elles vont, je ne sais pas du tout. C'est un peu à un certain moment avant le Grand Prix. C'est comme si tout le monde a des grosses voitures, des grandes voitures de luxe, et puis, enfin, mais de celles donc de course et tout ça. Et puis, une fois que la fête est finie, à partir du lundi suivant, disons lundi prochain, ben, toutes ces voitures disparaissent. Elles vont quoi? Au stationnement, au garage, plus personne. Enfin, c'est un peu un mystère cette histoire des voitures de luxe, mais même. Mais je dois vous dire, c'est tellement, comment dire, réputé que moi je prenais souvent, en donnant des conférences sur la rue Peel, le soir, je prenais toujours un autobus qui m'amenait jusqu'ici à Vieux-Montréal. Donc je connaissais le chauffeur. Et le chauffeur me disait que un autobus, ça coûte comme une Ferrari, 450 000 dollars. Et tout simplement, c'était sa Ferrari, l'autobus. Et puis, voilà. Une fois dit tout ça, qu'est-ce qui fait le marché? Regardez, le marché a fait une grande montée hier. Et pourquoi il a fait la montée hier? C'est parce que M. Powell, 2 jours auparavant, il a, voyez-vous, ici, il a augmenté les. Non, il n'a pas augmenté, excusez. Il a promis d'augmenter les taux d'intérêt, mais pour le moment, il fait une pause. Il ne les a pas augmentés. Donc, les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire qu'il va les augmenter? Et pourquoi il ne les a pas augmentés tout de suite s'il a promis de les augmenter après? Enfin, c'est apparemment enfin, des affirmations un peu bizarres. Mais ça reste que finalement, il ne les a pas augmentés les taux. Et puis, l'avenir, on verra. Et en même temps, ben, le marché a pris ça très bien et il s'est mis à monter. Donc, c'est bon. Dire on parle toujours de récession et tout ça à venir, mais ça paraît comme un discours finalement d'une autre planète, parce que notre planète à nous, ici en Amérique du Nord, ça va très bien en termes d'économie. Quel est le sujet aujourd'hui? Ben, le sujet aujourd'hui, c'est les cycles économiques. Les cycles au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, je dois vous dire. Il y a le cycle de Kondratiev, mais là, on n'en parle pas ici. On en parlera dans un prochain vidéo. Et il y en a 3 ou 4 autres de cycles économiques. Mais le classique des cycles économiques est celui qui est montré ici, voyez-vous. Donc, le classique est formé de ces 2 axes. Vous avez le temps en axe vertical, en axe horizontal, et sur l'axe vertical, c'est le produit intérieur brut, donc la production du pays comme tel.
Et il nous montre, voyez-vous, il y a des phases. La phase 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 phases d'un cycle économique classique, comme on dit. Donc la première phase s'appelle expansion, la deuxième s'appelle pic, ici en haut, ou l'apogée finalement. 3, c'est la contraction, et 4, c'est le creux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans toutes ces périodes-là? Parce que là, ça peut prendre des années. Voyez-vous, il dit que la durée moyenne, au moins en Amérique du Nord, c'est 5 ans et demi. Mais ça peut aller 2 ans, mettons entre 1980 et 1982, il y en avait un de pic à pic. Et puis, d'autres peuvent durer des années, des années. On en a connu depuis la grande crise de 2008-2009. Finalement, le marché a continué à monter, tout allait bien dans l'économie et tout ça. On disait même qu'on n'avait même plus de cycle économique tellement ça allait bien. Mais non, on revient au cycle économique de toute façon. Mais pour vous dire que la longueur d'un cycle est très, très variable, au moins en Amérique du Nord. Mais c'est quoi qui se passe? C'est que quand vous êtes dans la phase 1 d'expansion, c'est que les taux d'intérêt sont bas et la production augmente. Enfin, tout va bien. À 2, finalement, on dirait que ça commence à s'exagérer un peu. La production, les salaires sont augmentés, il y a l'inflation. Parce que c'est quoi qui arrive? Quand l'économie va bien, il y a le plein emploi, mais s'il y a le plein emploi, bien, les gens demandent une augmentation de salaire. Et donc, mais l'augmentation de salaire signifie qu'on va dépenser plus, mais peut-être la production n'est pas là pour satisfaire la production que les gens veulent, et donc les prix des produits augmentent, et donc ça crée l'inflation. Donc, il y a une stabilisation qui se fait à 2, donc le pic, et après quoi, vu que finalement il faut porter un correctif, bien, la Banque centrale, par exemple, augmente les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, bien, ça fait diminuer, par exemple, voyez-vous ici, ça fait la croissance est affaiblie, le chômage augmente, et c'est ça que la Banque centrale veut, en augmentant les taux d'intérêt. Ensuite, une fois qu'elle a bien augmenté les taux d'intérêt, l'économie s'est calmée, l'inflation est descendue, on est dans le creux, ici 4, et puis à 4, ben, les compagnies comprennent qu'on ne peut pas aller plus bas que ça, et donc ils commencent à refaire les plans pour recommencer. Et la Banque centrale recommence avec des taux d'intérêt très bas, parce qu'habituellement, il y a 2 théories là-dessus, voyez-vous. Pourquoi on a ces cycles-là, ou le cycle indiqué ici? Il y a 2 théories, voyez-vous. La théorie monétariste, c'est celle de la Banque centrale. C'est-à-dire, la Banque centrale dit, OK, donc, vu que ça va très bien dans l'économie, et l'économie se réchauffe, et on s'en va vers l'inflation, j'augmente les taux d'intérêt, je réduis la productivité des compagnies, je crée du chômage, tout le monde se calme à dépenser, et l'inflation descend. Ça c'est la théorie monétariste. Ensuite, la keynésienne, que Keynes, c'est comment dire, un économiste qui a changé le monde, enfin, sans rentrer dans les détails de ce monsieur-là, qui était un grand monsieur. Et lui, Keynes, non, disait le contraire. Il dit, quand ça va mal, c'est l'État qui doit dépenser pour remplacer les compagnies qui ne dépensent plus. Donc, la relance économique se fait, selon les keynésiens, avec l'État qui dépense beaucoup. Pour faire, comme M. Biden parlait, ou comme M. Obama aussi, sont des keynésiens, ces gens-là. Et puis ils disent, il faut que l'État dépense dans les infrastructures, refaire les ponts, refaire les routes, refaire les barrages, et tout ça. Ça, c'est l'État qui dépense, et ça relance l'économie, ça emploie tout le monde, etc. Tandis que l'autre théorie, la monétariste, c'est celle qu'on voit depuis désormais longtemps. À présent, dès que l'économie se réchauffe, on augmente les taux d'intérêt. Ensuite, l'économie se ralentit et la Banque centrale baisse les taux d'intérêt. Donc, c'est les 2 grands principes, les raisons pour lesquelles, finalement, on peut avoir le 1, le 2, le 3 et le 4. Mais qui a inventé tout ça? Qui a découvert les cycles économiques? Est-ce que ça a toujours existé? On ne sait pas, probablement oui. Mais le premier qui en a parlé, c'est un monsieur très intéressant, je dois vous dire. Dans la bibliographie qu'on vous a donnée, dans les références, allez le lire, ce monsieur. Ce monsieur Charles Léonard de Sismondi. Il porte un nom italien, mais c'est un Suisse en réalité. Et je pense que c'était un hugonote, ou la famille c'était des hugonotes qui se sont réfugiés à Genève. Mais finalement, ils ont fait fortune. Et M. Sismondi était un monsieur riche, de famille riche et tout ça. Et M. Sismondi, regardez pour son âge à lui, donc il est 1773-1842. Il a écrit un livre à peu près en 1820, 1820-25, donc dans lequel il parle des cycles économiques. C'est le premier qui dit que, parce qu'avant on ne savait pas qu'il y avait des cycles économiques. Il faut dire qu'est-ce qu'il y avait avant. Ben, il n'y avait rien, parce que
quand on est en 1820-25, vous savez, on a eu la première révolution industrielle, c'est-à-dire l'invention de la machine à vapeur, et qui permettait d'extraire le charbon des mines anglaises et puis tout ça. Ça, c'était la première invention. Et ça crée la première industrialisation. Après quoi, tout de suite après, on a su faire d'un acier, on a su faire enfin des choses d'avant, et c'est né le chemin de fer. Et donc, en naissant, ça c'est la deuxième révolution industrielle. 1820 à peu près, c'est entre les deux, en quelque sorte. Le premier chemin de fer, je pense que ça date de 1825 ou quelque chose de comme ça. Et donc, lui, il se retrouve, donc, c'est le premier à parler donc de cycle économique. Ce monsieur Sismondi était un monsieur très important. Il était vraiment, allez le voir, allez le lire, sa bibliographie, parce que c'est un monsieur très intéressant. Il a finalement regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié, parce que, quelle était la vie en 1820-25? Bien, en 1825, il y a eu le crash à Londres. Regardez, il y a eu un grand crash à Londres le 17 décembre 1825, le crash de la bourse de Londres. C'était quoi? C'était la faillite de plusieurs banques, la faillite. Mais pourquoi qu'est-ce que c'était? Pourquoi il y avait cette crise-là? Il y avait la crise parce que dans l'Amérique latine, c'était l'éclatement de l'Empire espagnol. Parce qu'avant, c'était l'Espagne qui régnait en Amérique latine. Mais après, ils ont fait les révolutions. Un peu comme les Américains ont fait la révolution aux États-Unis 50 ans avant. En 1776, ils ont fondé les États-Unis. C'était la révolte des locaux contre les Européens. Ben, en Amérique latine, 40 ans plus tard, ils ont fait à peu près la même chose. Donc, il y a eu les révoltes. Il y a tous ces pays-là qui n'étaient pas des pays, mais des colonies espagnoles, finalement se sont déclarées indépendantes, ont chassé les Espagnols. Et ces pays-là, c'était quand même des pays riches, de sociétés minières et tout ça. Donc, les Anglais, on voulait en profiter. Et ils disaient, sinon, on investit dans ces pays-là, on va extraire l'or, et puis on peut imprimer plus d'argent. Parce qu'à l'époque, l'or et le papier-monnaie allaient de pair. C'est-à-dire, si une banque possédait de l'or, elle pouvait émettre des papiers, c'est-à-dire des reçus qui sont la monnaie. Il n'y avait pas une banque centrale qui faisait ça comme on fait aujourd'hui. Et donc, c'était les banques locales qui le faisaient. Mais il fallait avoir des réserves. La conclusion, c'est qu'au bout de la ligne, ils se sont tellement investis, les Anglais, dans l'Amérique latine, et en très peu de temps, que finalement, c'était trop, puis finalement, ça n'a pas marché, c'est leur affaire. Finalement, l'or n'est pas arrivé autant que peut-être ils pensaient, ou ils ont émis trop de papier, monnaie, comme s'ils avaient l'or, mais ils ne l'avaient pas. Finalement, le marché a fait un crash énorme en 1825. Et M. Sismondi est un des studieux de ce crash-là. Et c'était intéressant parce que, qu'est-ce qu'il a? Il a découvert les cycles, et c'est lui le premier qui a parlé des phases 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, il a établi aussi qu'on ne peut pas faire un pays industriel sans tenir compte du prolétariat. Voyez-vous, le mot prolétariat ici, c'est lui qui l'a inventé, le mot prolétariat. C'est-à-dire, parce que la machine industrielle travaille, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans. Donc, ce sont les ouvriers. Donc, il faut tenir compte des heures de travail. Il faudrait les réduire et pas massacrer les ouvriers. Il faudrait les soigner quand ils sont malades. Il faudrait leur donner une pension. C'était un précurseur de réforme sociale sans être un socialiste réellement. Lui, il voulait adapter la réalité du capitalisme à la nouveauté du capitalisme à la réalité des gens qui vivaient le capitalisme. Donc, c'était vraiment très intéressant. Alors, pour vous dire que, donc, 1825 à peu près, c'est très intéressant parce qu'on a un crash boursier qui est le premier, si vous voulez, c'est le premier crash mondial. Parce qu'il n'y avait pas de crise mondiale. Aujourd'hui, on parle de crise mondiale. Mettons, si un pays ne va pas bien, ça contamine les autres, etc. Et on en a des exemples de ça. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Chaque pays avait son aventure à lui, puis c'est tout. Mais en réalité, la première crise mondiale, c'était celle de 1825, à cause de l'Amérique latine qui s'est rendue indépendante et naturellement les investissements anglais qui sont allés là pour avoir l'or sans qu'il y avait peut-être pas autant d'or qu'ils voulaient. Parce que la législation britannique de l'époque permettait aux banques d'imprimer des billets de reçus par rapport à finalement à l'or que les banques avaient. Mais si les banques n'avaient pas l'or,
Enfin, c'est un peu compliqué l'affaire, mais ça reste que finalement, en 1825, un paquet de banques anglaises ont fait faillite. Et c'était le premier crash boursier mondial, finalement, d'envergure internationale. Parce que les Américains ont eu un crash quelques années auparavant. Ils avaient inventé aussi une chambre de compensation, chose qu'il n'y avait pas une chambre de compensation entre les banques et puis tout ça. Mais sans rentrer dans tous ces détails, c'est pour vous dire donc que le premier cycle économique, ou celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est donc il est formé de 4 phases. Dans quelle phase on est actuellement? Ben, on devrait être dans la phase 3, c'est-à-dire parce que Monsieur Powell augmente les taux d'intérêt, donc ça devrait ralentir l'économie. Mais en réalité, on est toujours dans le creux, on est toujours dans le 2 et le 3, ça n'a même pas commencé. De combien M. Powell doit augmenter les taux d'intérêt pour qu'on finisse pour passer dans le 3, c'est-à-dire avec une croissance affaiblie et un chômage qui augmente? On n'a pas ça. Est-ce qu'on n'aura plus de crise, on n'aura plus de cycle économique? Non, il y en aura toujours, mais la longueur d'un cycle varie beaucoup en Amérique du Nord. Comme je vous dis, il y en avait un entre 80 et 82. Mais par exemple, au cours des dernières années, ben, ça a pris peut-être, je ne sais pas moi, 10 ans à peu près pour faire un cycle entier. Entre la crise de 2008 et puis ce qui est arrivé avec le COVID et puis tout ça et récemment. Bon, ben, voilà. La prochaine fois, on va parler, je ne sais pas si c'est vraiment la prochaine fois, mais une des prochaines fois, on va vous parler par exemple des autres cycles économiques. Il y en a d'autres, et dont un le plus réputé ou le plus fameux, c'est de M. Kondratiev. M. Kondratiev, c'est un soviétique, un économiste de l'Union soviétique, enfin de la Russie, mais de l'Union soviétique. C'était un communiste, mais c'était un communiste pas tout à fait communiste. Et il voulait faire la promotion, M. Kondratiev, il voulait faire la promotion d'un petit capitalisme. C'est-à-dire, c'est vrai que l'État doit contrôler tout selon le communisme, mais laisser quand même des choses locales de se développer à la manière capitaliste. Lénine, qui était le patron à l'époque, au temps de M. Kondratiev, finalement a été sympathique avec ça, mais Lénine meurt. À sa place vient Staline, et Staline lui dit non, 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 pas question là, ça doit être tout fait par l'État. Entre-temps, M. Kondratiev avait inventé ses cycles, montré ses cycles, on vous les montrera, et comment l'économie allait à travers les décennies et tout ça. Et puis finalement, le pauvre Kondratiev, eh bien, on l'a condamné à 8 ans de prison, et après les 8 ans de prison, on l'a condamné encore à 10 ans de prison. Mais au lieu de lui faire les 10 ans de prison, bien, on l'a mis au mur et puis ils l'ont tiré dessus. C'était enfin, c'est la grande purge de Staline de 1938. Mais on parlera de tout ça la prochaine fois. Et voilà, bonne, comment dire, Grand Prix à Montréal.